Bienvenue au Pouls de la physio. Aujourd'hui, on reçoit Manon Dufresne, qui est présidente de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. J'agis seul aujourd'hui. Mélodie ne pouvait pas être parmi nous. On lui dit bonjour. Je m'ennuie d'elle toujours dans ce genre de discussion-là qu'elle vient enrichir. Alors, j'ai dû me débrouiller tout seul. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. On parle d'un paquet de sujets avec Manon pendant ce podcast. Évidemment, un peu son cheminement, des objectifs de l'ordre, le plan stratégique, où est-ce que l'ordre s'en va, c'est quoi l'impact. On parle un peu aussi des changements réglementaires à la CNSST et de exactement qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. On a l'impression que l'ordre ne comprend pas non plus les objectifs, mais bon, on sent le désir de vouloir faire avancer des choses puis améliorer tout ça. Le projet de loi 15 sur la réforme du système de santé et la réforme des professions. Donc, c'est quand même chargé. Il se passe beaucoup de choses en physio et en santé au Québec en ce moment. Alors, on en parle avec Manon Dufresne à l'instant. Le pouls de la physio avec Mélodie Meilleur et François Grégoire. Alors, bonjour Manon. Bonjour. On a décidé qu'on se tutoyait aujourd'hui, donc soyez pas surpris. Je pense que tu sais, on s'est rencontrés à quelques reprises maintenant dans les derniers mois. Puis je vais apprendre à te connaître davantage. Puis je pense que les gens qui nous écoutent vont apprendre à connaître davantage un petit peu ton parcours. Puis où est-ce que tu veux amener toi et les gens avec qui tu travailles à l'ordre. Où est-ce que l'ordre veut s'en aller aussi là, dans les prochains 3 ans ou 2 ans et demi, là, par exemple, à partir de maintenant. Mhm. Mhm. Peut-être que ça serait intéressant pour les membres, des technologues et physio qui te connaissent pas particulièrement personnellement, si on veut, que tu nous parles brièvement là, de ton parcours tu sais, en physio, puis tu t'avais un poste à la permanence à l'ordre avant. Donc, qu'est-ce qui t'a amené là dans ton parcours de physio, etc. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte là, que tu as eu le désir de te présenter à l'élection de la présidence, puis on y reviendra là, par la suite. Parle-moi un petit peu, parle-nous un peu de toi, Manon. Bon, alors Manon Dufresne, je suis physiothérapeute de formation. Je suis également administratrice agréée, donc j'appartiens à deux ordres professionnels, moi, mais je suis présidente que d'un seul, alors c'est important de le mentionner. Mon parcours, bien sûr, formation en physiothérapie. Je suis allée chercher une maîtrise en gestion des organisations également, ainsi qu'une maîtrise en santé au travail. Alors ça fait un peu le parcours, mon parcours académique. J'ai été physiothérapeute, bien sûr. J'ai pratiqué dans le privé comme dans le public et je me suis rapidement intéressée au mode de gestion. Donc, j'avais des cliniques privées de physiothérapie, beaucoup en Gaspésie notamment. Et assez rapidement dans cette séquence-là, je me suis aussi intéressée à la recherche. Donc, je faisais à l'intérieur même de mes organisations, là, donc quelques projets de recherche, notamment avec des travailleurs accidentés et tout. Alors, au niveau, par la suite, j'ai migré, si on peut dire ça comme ça, vers le secteur public, où je suis devenue gestionnaire, directrice des ressources humaines dans une agence en Gaspésie. Alors, je salue les gens de la Gaspésie qui nous écoutent. Euh, Dans quel coin, Manon, de la Gaspésie? à Gaspé même, à Gaspé même. Donc, mais quand on œuvre pour une agence régionale, on couvre tout le territoire et ça inclut également les îles de la Madeleine à l'époque. OK. Alors, de ces fonctions-là, j'ai migré par la suite vers le Bas-Saint-Laurent, où j'ai encore une résidence. J'étais directrice des ressources humaines au C3S de Rimouski-Neigette pendant quelques années. Obtenu un poste ensuite de directrice générale pour le C3S de l'Amitis. Le C3S de l'Amitis avait aussi une mission de centre de réadaptation en déficience physique, donc un CRDP. J'avais ces deux missions-là. Et lorsqu'est survenu donc la réforme de Dr Barrette, ben tous les postes de directeurs généraux ont été abolis. On se souvient. J'ai obtenu à ce moment-là un poste de directrice générale adjointe des programmes sociaux et de la réadaptation. J'avais aussi un chapeau de directrice des programmes DI-TSADP, pour ceux qui connaissent le réseau de la santé, donc déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Alors, dans tout mon parcours, comme on peut le voir jusqu'à ce jour, j'étais jamais trop loin de la réadaptation. Il y avait toujours un petit volet réadaptation là, qui me suivait. Obtenu ensuite des fonctions de directrice générale dans un privé conventionné avec une mission unique CHSLD pour arriver finalement à l'ordre autour de 2016 comme présidente du comité d'inspection professionnelle ainsi que directrice de l'inspection professionnelle et connaissant bien donc les dossiers, j'ai souhaité
accéder à la présidence. J'ai toujours gardé en moi, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, cette quête-là pour la qualité des services, la sécurité de la population, la sécurité des soins et services qui sont effectivement dispensés. Donc, c'était un peu naturel pour moi de vouloir, de souhaiter accéder à la présidence de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, qui est un grand privilège, soit dit en passant, et je suis fort contente d'y être depuis juin 2022. Donc, voilà. Qu'est-ce qui, Manon, t'a attiré entre la pratique de la physio, tu sais, d'où la plupart des physios commencent, évidemment, tu as des études académiques supplémentaires là, par la suite, vers la direction, parce que dans le fond, tu as eu beaucoup de postes de direction adjointe, c'est du management. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, là, à ce moment-là dans ta carrière, puis en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es resté dans des postes de direction par la suite, là? Ben, la volonté, je dirais, de vouloir construire avec une équipe des choses pour lesquelles on peut faire évoluer. Donc ça, c'était beaucoup en moi, le côté innovateur, le côté entrepreneur également, je dois le mentionner, parce que lorsqu'on démarre des cliniques privées, c'est pas parce qu'on s'est levé un matin puis qu'on se dit, mais on va faire ça comme ça. C'est vraiment la volonté aussi d'avoir une certaine autonomie. Mais j'aime beaucoup la planification, j'aime beaucoup tout ce qu'on peut organiser, mais développer avec une équipe autour de nous, telle que par exemple où je suis à l'ordre présentement, avec une solide équipe, là, tout ce que l'on fait pour la protection du public. Je pense que c'était un bel exemple, en fait, comme plein d'autres personnes, là, mais tu fais partie des beaux exemples de professionnels de la physio qui ont cheminé dans leur carrière et qui sont restés en physio et qui font autre chose aussi en physio et c'est probablement, faut pas dire, c'est très important de voir des patients, de traiter des patients, d'aider la population, c'est notre objectif premier, mais de rester en physio pour faire autre chose en physio aussi, c'est bon pour la profession, c'est bon pour tout le monde, là, et aussi pour la population. Manon, entre un poste de direction puis un poste de présidente, il y a quand même une différence importante, quoique en parlant, je réalise que c'est peut-être pas si différent que ça, mais il y a une partie très politique hein, dans un poste de président ou de présidente. On préside entre autres le conseil d'administration, mais on est aussi le visage et un peu la mascotte de l'organisation qu'on préside. Est-ce que tu peux me parler des différences entre ce que tu vois dans des postes de direction et ce que tu as vécu? Évidemment, là, c'est dans le fond tu peux même comparer à l'intérieur même de l'ordre et du rôle là, que peut avoir une présidente ou un président à l'ordre ou n'importe où ailleurs finalement là. Mhm. En fait, la distinction, je dirais, elle est oui, celle-là, la représentation publique et politique, hein, au niveau d'un président d'ordre, ça se doit de rencontrer les parties prenantes, le ministère, les instances gouvernementales, les partis, les élus, les députés. Donc, il y a un volet, effectivement, politique. Toutefois, on est en mode gestion. On est en mode gestion, que ce soit un poste de direction générale ou un poste de directrice des ressources humaines ou un poste. Et même dans ces fonctions-là, il y aura aussi des rôles, une fonction politique, hein, parce qu'on se doit de représenter, mais aussi de protéger, par exemple, à l'époque d'être DG, ben protéger un président protégé. Donc, il y a aussi ce volet-là. Donc, je dirais, ça se ressemble beaucoup à la distinction que mon rôle actuellement, il est d'être près de la population, d'être près oui, des membres, d'être avec les parties prenantes à faire évoluer les dossiers. Donc, c'est une des grandes différences, je dirais. Comment est-ce que tu trouves ça? Fort intéressant. Oui, Fort est-ce que tu aimes ça? intéressant. J'adore. Je suis dans un univers. En fait, le parcours professionnel que j'ai eu, je pense, m'a un peu préparé pour la fonction que j'occupe actuellement. Pour moi, ben c'est jamais acquis hein, un poste de présidence, donc on espère y accéder. Mais où je suis présentement, je suis sur un beau X, disons ça comme ça, avec aussi un contexte qui est vraiment mobilisant, vraiment intéressant. On aura l'occasion d'en parler, j'en ai nul doute. Bien sûr. Mais oui, ça fait partie des choses que je suis très bien présentement dans cette fonction. Peut-être, Manon, je trouvais ça intéressant de savoir, tu sais, quand as décidé de te présenter à la présidence, les objectifs que tu avais dans un peu là, l'équivalent de tu sais, comment est-ce que tu te présentais, puis qu'est-ce que toi tu voulais amener à l'ordre à ce moment-là, et ce que l'ordre a sorti quand même assez récemment. Là, donc, tu sais, dans le fond, toi, t'es arrivé depuis pas longtemps. Probablement que l'ordre devait déjà travailler sur son plan stratégique 2023-2026 quand tu es arrivé.
ou c'est quelque chose dans lequel tu es embarqué parce que c'est sorti là, quand même récemment. Si tu peux me parler un peu de tes objectifs à toi comme présidente de l'ordre, qu'est-ce que tu voulais amener, puis qu'est-ce que tu veux amener encore évidemment à notre ordre professionnel, et à quel point est-ce que ça s'aligne ou pas avec le plan stratégique de l'ordre 2023-2026 là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mhm. Ben, je suis arrivée à l'ordre, on était dans une planification stratégique. J'étais directrice d'une inspection, il faut se souvenir, donc 2023, à laquelle j'ai contribué, bien sûr. Mhm. Et cette nouvelle planification 23-26 s'inscrit dans la continuité, bien sûr, de la précédente, mais elle s'ancre dans le contexte actuel. Donc, quand moi j'ai accédé à la présidence, j'avais bien sûr des dossiers sur lesquels je devais travailler. Pour n'en nommer que quelques-uns, j'avais une grande préoccupation pour tout ce qui s'appelle gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre en physiothérapie, incluant les stages. J'avais aussi la préoccupation, on sortait à peine, mais la COVID-19 était encore là, dans un sens où maintenant, on sait qu'il y a une transposition pour un certain pourcentage de la population qui est atteinte de COVID longue, hein, qui c'est quand même très, très incapacitant. Donc, ça, c'était quelque chose qui venait me chercher. Tout ce qui s'appelle la technologie également, parce qu'on sait que nul n'est à l'abri d'une cyberattaque ou tout ce qui s'appelle l'intelligence artificielle également. Alors, j'amenais avec moi cette vision-là, cette volonté de vouloir notamment travailler sur ces éléments-là. Et ça aurait été bien mal vu que de ne pas les inclure, ces éléments-là, dans la planification stratégique. Donc, ils s'y retrouvent avec, à l'intérieur des différents axes, dont, quand on parle de la physiothérapie pour accroître, donner des soins, des services qui sont indispensables. Alors ça, c'est important. Et bien sûr, tout ce que je viens de nommer s'inscrit à l'intérieur de certains chantiers que j'ai déjà même amorcés, dont la COVID longue. D'avoir aussi un leadership collaboratif affirmé. Ça, c'est la volonté que j'ai, que je continue d'avoir, bien sûr, de pouvoir travailler, faire valoir auprès des différentes instances que sont, par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec qui j'ai des rencontres quand même statutaires depuis près de la dernière année. On se rencontre, le ministère, le volet ressources humaines du ministère ainsi que le volet clinique. Ensemble, je les rencontre. J'ai le privilège de pouvoir les rencontrer aux 6 semaines. Donc ça me permet de faire avancer les discussions, les réflexions, de faire valoir également les compétences de nos professionnels en physiothérapie, parce que ça aussi, c'était un de mes points majeurs lorsque je suis arrivée à la présidence. Pour terminer avec la planification stratégique, bien sûr, on s'en voudrait de ne pas avoir un volet qui concerne une saine gestion organisationnelle. Donc ça, c'est plus interne, mais dans les deux précédents axes que j'ai nommés, tout ce que j'ai amené, ce que je voulais apporter à la présidence s'y retrouve, et on est maintenant à l'étape donc de faire les plans d'action pour adresser les moyens, les objectifs qu'on s'est donnés. Puis il faut dire, hein, François, qu'une planification stratégique, ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein, bien entendu. Donc, on a eu de nombreuses consultations qui ont été réalisées, dont des consultations auprès des membres, que je remercie d'ailleurs d'avoir participé en si grand nombre. Ça nous a donné une très, très belle mouture d'informations privilégiées dont on s'est servi justement pour bâtir la planification stratégique, comme tu viens de le dire, qui est sorti quand même tout récemment là, parce que l'exercice s'est terminé. Maintenant, ce qui va être important de faire, c'est de la faire vivre, cette planification stratégique-là, et d'en mesurer les atteintes. Voilà. Ben, c'était un peu, c'était une de mes questions, Manon. C'est, dans le fond, quand on construit une planification stratégique, et là, tu me dis, ben, dans le fond, ça va prendre un plan d'action pour mettre en branle un peu, là, ces objectifs-là. Est-ce qu'on part d'actions concrètes qu'on veut atteindre et on construit un peu les grands axes de la planification stratégique, ou on fait plutôt l'inverse? On part de grands axes qu'on veut, puis ensuite, on détermine sur quoi est-ce qu'on devrait peser ou appuyer ou quel bouton aller travailler là, pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Mhm. Ça se rejoint. Ça se rejoint. On fait bien sûr un travail très large, mais en même temps, on sait qu'on a déjà des choses qui doivent pousser à l'intérieur de la planification stratégique. Alors, le plan d'action, lui, fait en sorte que l'on concrétise les choses que l'on a dit qu'on allait faire. Et d'ailleurs, à l'ordre professionnel de la physiothérapie, on va avoir, en lien avec cette planification stratégique-là, une belle salle de pilotage qui va nous permettre justement
de voir à la réalisation de nos différents projets, des différents chantiers qui sont en œuvre, comment est-ce qu'on les mesure, comment est-ce qu'ils évoluent. Puis lorsqu'un projet est terminé, ben lequel on ramène pour la suite des choses, parce que un plan stratégique sur 3 ans, on peut pas tout faire en même temps. Donc, il y a une séquence à se donner dans des Ouais, plans d'action bien structurés. ben, souvent, une fois, là, puis dans le fond, probablement que vous avez utilisé un petit peu là, certaines technologies pour placer vos objectifs là, dans un tableau, puis voir là, c'est quoi nos objectifs dans le temps, qu'est-ce qui a été Oui, accompli, des sous-objectifs, évidemment, ce qui est exact. assez commun dans les grandes organisations. Là. Oui. Euh, quelque chose qui m'a Puis surpris. Ah, ce qui vas-y, est Manon, oui. important, si je peux me permettre, Ben oui. on a le souhait également, surtout le souci, d'avoir ce qu'on appelle une matrice de cohérence. Hein? On guide nos actions, nos priorités sur les choses qui font sens pour nous dans un contexte, bien entendu, mais aussi avec la capacité organisationnelle. Quand je disais qu'on peut pas tout mener de front, ben c'est la matrice de cohérence qui nous permet de positionner ces choses-là. Puis il y a des choses qui arrivent plus vite que d'autres. Puis parfois, il faut dire, bon, ben finalement, celui-ci, on va le décaler un peu dans le temps parce qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver, puis on doit s'occuper, pour ne nommer que tout à l'heure, on va en parler, mais l'élargissement des pratiques professionnelles font partie, bien sûr, des éléments de la planification stratégique. Oui, bien sûr, il faut être prêt, faut pas laisser passer certaines opportunités. Ben, il y a des opportunités, puis il y a aussi des trucs qui nous tombent dessus, là, qu'on pourrait dire des malheurs. La COVID a été, tu sais, un peu cette Ouais. réalité-là. Et bon, après ça, je pense que chaque organisation doit essayer de voir comment est-ce qu'elle peut utiliser, dans le fond, des choses qui sont pas positives, là, comme la COVID, évidemment, c'est quelque chose de négatif, mais comment est-ce qu'on peut spinner ça pour que ça devienne une opportunité d'amener En faire certains ressortir, oui, ouais, exactement. exact. Qu'est-ce qu'on peut faire Exact. avec ça? Qu'est-ce que ça nous amène? À quel point ça accélère certains processus qui étaient peut-être déjà en train de s'installer, là, soit dans la société ou dans notre organisation. Mais justement, en parlant d'organisation, tu sais, j'ai quand même été surpris de voir que dans la planification stratégique, on parlait de saine gestion organisationnelle euh, Mhm. comme point important. Tu sais, c'est un des 3 points là, qui ressortait. Puis dans le fond, moi, la première chose que je me suis dit, c'est, écoute, y a-tu des problèmes à l'ordre, tu sais, dans la gestion des gens qui travaillent là de façon permanente? Tu sais, j'ai été surpris de voir ça à cet Mhm. endroit-là avant la technologie, avant la main-d'œuvre, par exemple. Là, tu sais. Euh, peut-être que je trouve ça intéressant si tu peux me parler un petit peu là, de qu'est-ce que ça veut dire là, une saine gestion organisationnelle dans la planification stratégique pour l'ordre. Je vais rassurer tout de suite les gens qui nous écoutent, ça va bien à l'ordre. Il y a pas de souci à y avoir. Bien sûr, on a par contre la volonté que ça continue de bien aller. Et c'est la raison pour laquelle on instaure des principes, des bonnes pratiques. Bon, on va parler de bonnes pratiques ressources humaines, bonnes pratiques de gouvernance également. Donc, à titre de présidente, moi, avec le conseil d'administration, il faut s'assurer que ça continue de bien fonctionner. Donc, on a un plan d'amélioration, pas parce que ça va mal, ça va même très bien. On a fait des sondages sur par exemple, le fonctionnement du conseil d'administration. On a peut-être gratté pour trouver des choses sur lesquelles on voulait travailler, mais ne serait-ce que de continuer de développer nos ressources. Et là, je parle pas juste pour le conseil d'administration, mais je parle aussi pour les gens de l'interne, de s'assurer que ces gens-là soient toujours dans leurs compétences, dans une actualité qui est la réalité contemporaine, parce que tout évolue. Hein. La physiothérapie évolue, le système évolue, le système change. Alors, pour s'assurer que nos ressources internes, dans des principes de saine gouvernance organisationnelle, saine gestion organisationnelle, qu'on puisse accompagner donc et toujours s'assurer de la protection du public à travers ça. Donc, mais je tiens à rassurer encore une fois, c'est vraiment par souci de vouloir continuer que ça continue, que ça va dans la bonne direction à ce stade-ci, et ça le sera pour les 3 prochaines années. Est-ce que c'est quelque chose qui a été influencé par le monde du travail, qui a été quand même bousculé post-COVID, qui était peut-être quelque chose qui était encore là, qui était présent, mais évidemment, on le sait, là, le monde du travail a été bousculé par la COVID. Les technologues et physios qui nous écoutent, qui travaillent directement avec des patients, on a vécu ça pendant la COVID, ça influence peut-être un peu moins notre travail aujourd'hui, mais tout ce qui est gestion, administration, création de projets, le travail à la maison, bon, comment est-ce que ça se peut que c'est quelque chose qui a eu une influence là, sur le désir de vouloir, tu sais, continuer à avoir une gestion moderne, si on veut, à l'ordre? Tout à fait, tout à fait. On le sait hein, pour tout le monde, que ce soit en clinique, que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit dans toutes les organisations, la COVID a modulé énormément les pratiques en gestion, bien sûr, gestion ressources humaines, gestion financière, gestion technologique. Tout ça a été, s'est installé dans une façon
qui était peu commune, hein, même si pour certaines organisations, à titre d'exemple, on avait déjà le mode télétravail parce qu'on s'en servait de temps en temps. C'est venu s'installer de façon plus concentrée. La même chose pour la téléréadaptation, à titre d'exemple, dans les cliniques de physiothérapie, la téléréadaptation a été une voie de passage, un incontournable à un certain moment donné, parce que la COVID nous obligeait ou nous imposait des façons de faire qui étaient restrictives. Alors, oui, ça fait partie je dirais, de l'évolution. Et il y a des choses qu'on a conservées. Hein, comme tu l'as nommé tout à l'heure, la COVID, c'est une bien triste situation planétaire. Mais on a su quand même tirer notre épingle du jeu, nonobstant, bien sûr, on sait la tristesse que ça a engendré derrière les décès et tout ça. Mais on a quand même tiré notre épingle du jeu et on a fait en sorte que ce qui a été développé comme bon coup, ben on l'a bonifié et on les a maintenus. Donc, à titre d'information, on va parler d'un mode de travail hybride maintenant. Donc, on se sert encore du télétravail, mais on a aussi le retour au travail présentiel. Donc, tout ça fait partie de du volet 3, entre autres choses, avoir le souci d'une saine gestion organisationnelle et surtout de s'occuper de notre monde. Ça, c'est important. Ben, ça fait partie de ce qu'on est en physio, hein. Donc, Oui. évidemment, il faut que nos Dans le organisations. prendre soin, dans le prendre soin. Ben exactement. Nos organisations doivent en faire de même d'une autre façon, hein, d'une façon managériale, d'une certaine façon. C'est un plan stratégique qui est beaucoup dans la continuité. J'imagine qu'on doit avouer qu'il y a des bonnes choses qui étaient déjà qui se faisaient déjà à ce moment, au moment là où on décide de continuer dans une direction. Qu'est-ce qui est nouveau? Tu sais, qu'est-ce qu'on veut accomplir de nouveau? Qu'est-ce qu'on veut créer de toutes pièces là, à l'ordre dans les 3 prochaines années? Ben, nouveau étant peut-être pas tant nouveau, mais la COVID longue que j'ai nommée, de s'occuper de cette clientèle vulnérable-là, elle est nouvelle parce qu'elle a émergé hein, depuis quelques temps et on continue d'apprendre à connaître la maladie. Donc, ce qu'on a fait alors, c'est qu'on a constitué un comité COVID longue. Je suis très fière du comité d'ailleurs que je co-préside avec Simon Descaries, que je salue en passant, et qui a tenu sa première rencontre à la fin. Donc, la volonté derrière un chantier tel que COVID longue, c'est de s'assurer qu'il y a des structures, que les gens qui sont aux prises avec la COVID longue savent à qui s'adresser, à quels professionnels ils peuvent faire affaire pour justement recevoir les soins et services dont ils ont besoin. Parce qu'on sait, par exemple, que la COVID longue, ben, ça ne réagit pas comme toutes les formes de maladies. Il y a vraiment des particularités, puis on a vraiment le souhait de vouloir encadrer les professionnels qui œuvrent en COVID longue, structurer hein, un réseau qui existe déjà au Québec avec les cliniques COVID longue, mais s'assurer également que cette clientèle vulnérable-là, elle soit prise en charge par les bonnes personnes. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est un peu nouveau. Ce qui est assez nouveau également, même si on pourrait penser on le travaille depuis un certain temps, c'est tout le volet d'élargissement des pratiques professionnelles. Alors, on réalise que nos professionnels peuvent faire davantage, on va le dire comme ça, sur le terrain public, terrain privé. Là, moi, je fais pas la distinction entre les deux parce que nos professionnels sont partout dans ces deux réseaux-là. Mais on réalise à quel point parfois c'est méconnu. Par exemple, ce qu'un technologue en physiothérapie peut faire, notamment dans le milieu public. Alors moi, je travaille beaucoup avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire valoir et faire reconnaître ce que nos technologues en physiothérapie peuvent faire. Bien sûr, également les physiothérapeutes, parce qu'à certains égards, il y a aussi là, de la méconnaissance. Alors, ce chantier-là, qui est quand même, lui, nouveau, est inscrit et vraiment là, bien positionné dans notre plan stratégique, dans l'axe 1 du plan, pour s'assurer que tu as nommé tout à l'heure quand les choses passent, il faut embarquer. Ben ici, il faut embarquer. Notamment, hein, à titre d'exemple, même si ça fait longtemps qu'on parle du diagnostic en physiothérapie, ben dans le plan, dans le chantier élargissement des pratiques professionnelles avec le ministère, les ordres et l'Office des professions, ben il en est un qui est la première proposition, en fait, de faire valoir et de faire reconnaître à des professionnels tels que les physiothérapeutes la possibilité de diagnostiquer si on le fait, mais que ce soit reconnu Mm. notamment par les payeurs, les Au niveau, CNESST de ce monde au niveau et légal, là. la RAMQ. Ben, au niveau législatif, oui, Mm. et au niveau, par exemple, aussi pour les assureurs privés, pour le remboursement. Donc, on Mm. sait qu'on le fait,
mais la reconnaissance réglementaire n'y est pas, ce qui amène une découverture en termes de soins et services à la population. Ben, en fait, là, c'était exactement là où on voulait s'en aller dans notre discussion, Manon, tu sais, en parlant dans le fond du projet de loi 15, le PL 15 Oui. qui, tu sais, puis là, on parle d'opportunités avec ce qui se passe, par exemple, en ce moment au niveau des décideurs publics au provincial. Tu me dis que tu as des rencontres fréquentes là, aux 6 semaines, tu me disais tout à l'heure là, avec Statutaire, le oui. ministère de la Santé. Oui. J'ai trouvé ça, parce qu'après avoir lu le plan stratégique, je trouvais que c'était assez large, mais évidemment, quand je me suis mis le nez dans le Physio-Québec, j'ai trouvé que j'invite les membres à le lire si ça n'a pas déjà été fait. Je trouve que dans Mhm. les articles, on rentre un peu plus en détail là, sur dans quelle direction est-ce qu'on veut s'en aller. Puis moi, j'ai trouvé ça, je sais pas, je pourrais appeler ça courageux ou évidemment, c'est pas moi qui l'écris. Puis, mais tu sais, dans l'article qui est de toi, là, Manon, là, dans le dernier Physio-Québec, on nomme carrément des objectifs. Est-ce que ce sont des objectifs de l'ordre ou des objectifs qui sont discutés au ministère, euh, comme ce que tu viens de me dire, là, la reconnaissance du diagnostic en physio par les tiers payeurs, par le gouvernement, que ce soit la CNSST, la SAC ou la RAMQ, l'autorisation de prescription de médication de tests non évasifs, l'autorisation de la prescription d'examen. On en fait déjà un peu en physio avec la Oui. radiographie, mais on pourrait aller plus loin, évidemment, toujours dans notre champ de pratique. La maximisation de la contribution aussi des technologues. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on en parle parfois, mais là, je l'ai lu. Alors, quand je le lis, Mhm. mais c'est un texte, ça reste dans le temps. Donc, Oui. peut-être tu peux me parler un petit peu là, de à quel point est-ce que l'ordre est confiant là, tu sais, d'écrire ça dans un texte qu'on distribue aux membres dans le contexte de discussion avec le gouvernement puis le ministère de la Santé. Ben, je vais renchérir, François, avec la volonté. En fait, j'invite les gens, effectivement, à en prendre connaissance parce que c'est un très, très bon article qui résume très, très bien vers où on veut aller dans les prochaines années. C'est pas un chantier qui va se faire, lui non plus, en claquant des doigts, là, c'est sur 3 ans. Et la question initiale que tu me posais, c'est est-ce que ça vient de l'ordre ou c'est aussi les instances du ministère? Ben, c'est les deux. Le chantier élargissement des pratiques professionnelles a fait l'objet de plusieurs rencontres avec les instances du ministère ainsi que les ordres professionnels. Moi, j'ai participé à toutes les rencontres. Il y en avait peut-être une quinzaine, disons ça comme ça, là, depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Et le document, ben, l'article dont tu parles est issu d'un document et ce qui est écrit là est en toutes lettres dans le chantier d'élargissement des pratiques du ministère. Donc, c'est pas moi qui ai inventé, bien sûr, c'était moi qui le souhaitais et qui l'a poussé fort, là, mais reconnaître le diagnostic, autoriser puis élargir la prescription de certaines médications dans notre champ d'exercice, bien sûr, avoir aussi des tests non évasifs. Et les autres, autoriser la prescription d'examens et d'aide technique, mais aussi maximiser la contribution de nos technologues en physiothérapie. Moi, ça faisait partie dans toutes les discussions que j'ai eues avec les instances du ministère, des éléments que je ramenais et qu'on a ramené et qui ont été ramenés. Et finalement, le ministère a fait le choix de 18 propositions, dont celle-ci qui nous inclut la physiothérapie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique, selon toi, le momentum qui se crée en ce moment pour aller dans cette direction-là? Évidemment, on comprend que le gouvernement qui est en place de la CAQ en ce moment a ce désir-là. Tu sais, ça doit faire 60 ans là, que les gouvernements disent qu'ils veulent réformer la santé pour l'améliorer. On en parle. Il s'est souvent pas passé grand-chose dans les dernières années. Et qu'est-ce qui explique ce momentum-là? Pourquoi tout à coup le gouvernement a ce désir-là, selon toi, Manon? Ben, la volonté d'accroître et de rendre encore et davantage accessibles les soins et services à la population, c'est ultimement ce qui guide tous nos choix. En tant que présidente d'un autre professionnel, je ne peux que saluer cette initiative gouvernementale qui est celle derrière, entre autres choses, le PL15, la volonté d'avoir Santé Québec notamment. Alors, je ne peux que saluer ça dans un contexte, bien sûr, d'accessibilité et de protection du public. Donc, on va s'assurer que les services qui sont rendus soient de qualité. Ça fait partie de notre rôle à nous. Mais ce qui fait ça, je pense que c'est
Notamment, les listes d'attente, la pandémie nous a quand même amené certaines réalités, nous a fait valoir que il y avait déjà, on savait des contextes de pénurie de main-d'œuvre, mais ça a relevé, ça a mis en lumière davantage ces éléments-là. Et c'est logique à ce moment-là qu'un gouvernement veuille adresser ces choses-là. Alors, le PL15, le plan santé, tout ce qui va en découler, a commandé ceci et ça se rejoint. C'est une très belle synergie, je dirais, où en fait il y a une volonté de part et d'autre. Et puis, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on nous a mis à contribution. On n'a pas été laissé pour compte. Au contraire, euh, on a été consulté, on a été entendu. Maintenant, il faut livrer. Là, il faut, sur les éléments dont on vient de parler, il va falloir que ça se structure. Je répète, par contre, on ne pourra pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Mais déjà, ce qui est sur la table, c'est fort intéressant. Quand on parle de protection du public dans le contexte de mission première de l'ordre, évidemment, on parle de qualité des soins, mais on parle aussi d'accès aux soins. Et ça semble être évidemment la trame de fond là, dans ce que tu viens de me dire, dans ce que je comprends que le gouvernement veut amener. Évidemment, quand on entend le gouvernement parler ou les ministres ou les députés parler de ce genre de trucs-là, généralement, on va parler de la médecine, du manque d'accès en première ligne, de la difficulté d'accès en première ligne. Et c'est comme si on voulait évidemment élargir la pratique des professionnels qui ont déjà ces connaissances-là. On veut leur donner le droit d'en faire davantage légalement, évidemment, dans un projet de loi. Euh, un des problèmes, par exemple, c'est qu'en physio, on est déjà pas mal occupé. Puis, comme dans bien des endroits, on vit sous ce qu'on peut appeler une crise de la main-d'œuvre d'une certaine façon, qui pour moi est difficile à chiffrer parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Comment est-ce que l'ordre compte agir? Parce que moi, c'est ce que j'ai été surpris de ne pas voir dans la planification stratégique, d'adresser la quantité de technologues de physio. Je sais qu'il y a beaucoup de cégeps là, qui ouvrent des programmes de technologues en physiothérapie, là, des programmes de physio là, au DEC en ce moment. On pense pas là, qu'une université, euh, puis je pense surtout au Grand Montréal, là, parce qu'on a beaucoup vu d'ouverture en région là, dans les dernières années. Comment est-ce que l'ordre compte s'y prendre pour aider en fait, à ce que l'accès soit possible pour la population? C'est une belle, grande question, fort Oui. intéressante. J'ai parlé d'entrée de jeu du chantier gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre que j'ai instauré, mis en œuvre. Donc, on a à l'ordre, quand on parle de la donnée, on a certaines données qui ne sont pas, qui n'ont pas été rendues visibles. Alors, je m'affaire présentement, en fait, depuis mon entrée à la présidence, à voir ce que l'on détient comme information et à rendre visible cette information-là pour qu'elle nous serve. Donc, on a combien de physiothérapeutes, de technologues en physiothérapie, dans quelle région, dans quel milieu de pratique. Ils ont quel type d'approche. On avait déjà ça parce qu'on les capte, mais on les fait émerger et on les met, on va le dire comme ça, là, sous forme de tableau pour que ça nous serve. Alors ça, c'est un des éléments, mais on va aussi s'associer les différentes parties prenantes pour s'assurer qu'on puisse mettre en place des moyens pour adresser les situations qu'on pourrait considérer comme étant lacunaires ou problématiques, où il nous manque du monde. Mais c'est un chantier en soi, c'est-à-dire que les systèmes actuellement, par exemple, le système du réseau public ne parle pas au privé. Alors, c'est difficile d'aller recueillir cette donnée-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une forme de, de vision ou de portrait. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je dis souvent, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Alors, il faut d'abord mesurer ces informations-là pour pouvoir mettre en place des moyens, des actions concrètes pour pouvoir ensuite agir et voir est-ce qu'on s'améliore dans notre situation. Donner l'exemple des stagiaires. On sait qu'on a besoin de milieux de stage, mais on a de la difficulté à capter où sont ces milieux-là. Donc, ça fait aussi partie des préoccupations que j'ai. Travailler avec le système de santé et de services sociaux pour voir ils sont où les besoins. Quand on dit qu'ils sont là, les besoins, on a une petite idée, on sait les listes d'attente post-opératoires, mais encore. Donc, ça aussi, c'est des discussions que j'ai avec le ministère pour voir réalistement, là, est-ce qu'on est capable de mesurer ces choses-là pour mettre nos professionnels là où ça compte. Ça compte partout, mais il y a des secteurs où ça compte davantage. Puis la dernière chose que je devrais dire aussi par rapport à ça, François, c'est que
Euh, Est-ce qu'on utilise nos professionnels à bon escient? C'est vraiment la question qu'il faut aussi se poser. J'ai dans le public, avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, des discussions pour, quand on dit là, s'assurer de mettre à contribution notamment nos technologues en physiothérapie, là où ils sont dans les secteurs névralgiques, où ça peut être important, on réalise que quand on fait ce qu'on appelle la cartographie des divers tâches qui sont réalisées par nos technologues en physiothérapie et parfois par nos physiothérapeutes dans le milieu public, c'est pas toujours là où, effectivement, avec leurs compétences, avec leurs connaissances et avec tout ce que ça comporte au niveau du champ d'exercice de la physiothérapie, là où on pourrait les mettre à contribution de façon avec plus d'efficience. Ils font déjà un excellent travail, il faut le dire, mais avec les gestionnaires, là, il faut voir à ça. Est-ce que un physiothérapeute, par exemple, qui fait un outil d'évaluation multiclientèle, c'est là où il devrait être, alors qu'il y a des listes d'attente en réadaptation sur lesquelles il pourrait agir. Donc, c'est le genre de discussion que je tiens actuellement, entre autres avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça devra prendre la forme de, c'est beau les discussions, mais comment est-ce que ça va descendre sur le terrain pour pouvoir s'actualiser? Encore une fois, on peut pas tourner ça sur un dissous, mais il faut mettre les énergies aux bons endroits. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je suis allée un petit peu partout, mais je pense que partout là où il faut justement que ça compte, mais il faut mettre nos professionnels au bon endroit. On ne pourra pas les cloner, hein, ça c'est clair. De nouveaux programmes, oui, 5 nouveaux programmes quand même en 2025 vont voir le jour, ce qui représente un peu plus de 105 places connues. Il y a deux maisons d'enseignement collégial dont on n'a pas tout à fait les chiffres. Puis il faut aussi dire qu'il y a une nouvelle formation universitaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui va prendre forme en physiothérapie pour former des physiothérapeutes, on m'a dit, autour d'une trentaine. Donc, on a espoir on continue d'apporter de l'eau au moulin. Il faut prendre soin de nos stagiaires, il faut s'assurer aussi qu'ils aient les bons milieux de stage et d'être exposés, hein, à différentes clientèles pour justement agir là où ça compte. C'est intéressant. Si je comprends bien, on est plus en mode recevoir des données puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, des actions, par exemple, si on parle d'ouvrir un programme, quand on parle d'un programme de 4 ans et demi, ben c'est sûr et certain que ceux qui rentrent en physio en ce moment, ben ils seront pas sur le marché avant 4-5 ans. Là. S'ils se rendent sur le marché, là, ça, c'est une autre game, là, en fait, si on veut. Tu sais, l'Ordre a fait un sondage là, en 2021, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas, ça a été publié en 2021 sur l'attrition puis la raison du départ des professionnels. Moi, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'on s'était rendu compte que peut-être la croissance du membership à l'Ordre était pas à la hauteur du nombre de gradués. Là. Peut-être qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, Manon, là, sur parce qu'évidemment, la main-d'œuvre, c'est complexe. Hein, tu as parlé de le bon professionnel au bon endroit, d'utiliser les ressources de la bonne façon. De l'ouverture de certains programmes de technique, de l'ouverture du programme de physio là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mais ceux et celles là, qui sont déjà sur le terrain, comment est-ce qu'on les garde, là, qui aient 0 année d'expérience ou qui aient 10 ans d'expérience? Mm-hmm. C'est quoi l'enjeu alentour de ça, selon toi? Ben, le phénomène d'attrition, hein, il est partout, dans tous les types professionnels, bien sûr. On pourra jamais avoir 0% d'attrition, c'est pas réaliste. Est-ce qu'on le sait si est-ce qu'on se compare? Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas si on est pire ou mieux que les autres. Un peu, si je rejoins ce que tu disais tout à l'heure de calculer ou de compter ou d'avoir au moins des statistiques pour pouvoir savoir si on s'améliore ou pas. Ouais, c'est dur de se comparer parce qu'encore une fois, faut mesurer des pommes avec des pommes, mais pas avec des oranges. Donc ça sera peut-être en devenir. Comme je disais, nous, on est en train de recueillir ces informations-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Phénomène d'attrition, ben, comment est-ce qu'on l'adresse? On finance et on supporte un projet de recherche sur l'attrition qui fait partie d'un des moyens du chantier gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre, incluant les stagiaires en physiothérapie. Donc, projet de recherche qui est porté par l'Université Laval ainsi que l'Université de Montréal. Alors ça, c'est une très, très belle initiative, très belle nouvelle que le conseil d'administration a choisi justement de prioriser dans les projets de la planification stratégique notamment. Et comme je disais tout à l'heure, ben, sur le terrain, il faut aller voir, il faut comprendre, il faut s'assurer que nos professionnels sont au bon endroit. Donc, est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire dans des secteurs névralgiques, d'amener, par exemple, des physiothérapeutes à l'urgence, d'amener des technologues en physiothérapie à l'urgence qui peuvent agir
en prévention d'un déconditionnement, à titre d'exemple, ben, c'est quand même pas banal. Et ça, ce que ça fait, ben, c'est un impact sur le reste du réseau. C'est un impact sur d'hospitaliser ou non une personne, de la retourner ou non à son domicile, parce qu'on sait qu'une fois que les gens sont entrés à l'hôpital, parfois c'est difficile de les sortir et ils reçoivent à ce moment-là ce qu'on appelle un plateau technique qui est supérieur à ce qu'ils devraient normalement. Donc, quand ils sont pris avec ce qu'on appelle communément les niveaux de soins alternatifs. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est capable de mettre nos professionnels à contribution pour agir sur ces éléments-là qui sont quand même pas banals du tout? On peut pas les cloner, mais si on les met aux bons endroits, moi, j'ai bon espoir que c'est exactement ce qu'il faut faire là, pour aider le réseau en termes d'accessibilité à des soins et services. Donc, c'est une des solutions. Et on va parler en termes plus techniques ici d'optimiser l'organisation du travail des professionnels de la physiothérapie. Et je ne suis pas dans la tête des autres présidents, mais il y a fort à parier que pour leurs professionnels, c'est aussi ce qu'ils souhaitent là, à ce moment-ci, pour le réseau et pour la population. Oui, ben oui. Parce que des fois, dans les grandes organisations, on a l'impression que c'est plus pour gérer l'organisation. Je pense que c'est important. Puis des fois, quand c'est gros comme ça, c'est difficile de garder la tête là, sur le plancher Ouais, des vaches, si on veut. Là, tu sais. ouais. Mais oui, l'objectif, c'est de servir la population. Hein. C'est évidemment, Et c'est ça ça passe l'objectif par principal. s'assurer que les descriptions de fonctions de nos professionnels soient adéquates, soient bien ciblées, puis soient basées sur les compétences que l'on sait que nos professionnels ont. Donc, mais il y a Mhm. beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. C'est un beau et important chantier. Puis tout à l'heure, quand on parlait d'élargissement des pratiques professionnelles, de venir accroître l'éventail des activités que nos professionnels peuvent faire, ben ça aussi, ça va être aidant. Donc, C'est quoi la place, c'est quoi l'opinion de l'ordre de la place de la technologie? Et tu sais, c'est quelque chose qui est très populaire, là, ça, on en parle partout, l'impact, entre autres, de l'intelligence artificielle sur le travail. Bon, on a tendance à vouloir faire peur au monde, puis on leur dit que la technologie va venir voler leur travail. La technologie, ça fait 250 ans là, que ça avance. Donc, ça module, puis ça modifie les sociétés constamment. Qu'est-ce qui est particulier en ce moment avec ce qui arrive sur le marché ou ce qui devient disponible, soit grand public ou qui devient disponible pour les professionnels? Et comme, c'est quoi le positionnement de l'ordre par rapport à l'avènement de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'impact que ça va avoir sur notre travail? Comment est-ce que l'ordre voit ça? Comment est-ce que toi, tu vois ça, Manon? ben, l'ordre et Manon Dufresne doivent s'inscrire dans l'avenue de ces technologies-là, qui sont de toute façon déjà là, hein, on le sait très, très bien, là. Pour ne nommer que la téléréadaptation dont on s'est servi, il a fallu s'assurer de bien encadrer, de bien soutenir les professionnels qui font de la téléréadaptation. Alors, on s'inscrit dans ça. On ne peut pas, je disais tout à l'heure, passer à côté. On ne peut pas faire les frais d'une cyberattaque sans être prémuni de ce que ça représente. Puis donc, c'est de la gestion de risque à la fois. C'est aussi de la gestion de données confidentielles. C'est aussi là où il faut, quand on parle de protéger le public, on parle aussi de protéger la donnée. Donc, on est déjà dans ce genre de discussion-là. À mon sens, de façon où il va falloir que ça augmente par contre. Donc, c'est un des chantiers, les systèmes d'intelligence artificielle, incluant les cyberattaques, la téléréadaptation, la donnée numérique en santé. On s'inscrit dans ça. Ça va prendre une forme un peu plus structurée dans la prochaine année, parce que comme j'ai déjà dit, on peut pas tout faire en même temps, mais on est au fait de ça, on s'informe, on a des gens qui prennent des formations, des informations sur ce sujet-là. Quand on va être prêt, là, on est déjà d'une certaine façon prêt, mais on va l'être davantage parce que il faut absolument s'occuper de l'intelligence artificielle, des technologies et de tout le reste. Le gouvernement a aussi quand même son chantier sur la donnée numérique en santé. Hein, M. Dubé dit que la donnée doit suivre le patient. Ben certainement. Alors, c'est à l'intérieur de ça que l'on s'inscrira. Comme autre professionnel, ça prend la forme, bien sûr, de toujours, encore une fois, s'assurer que on encadre bien là, tout ce beau monde-là et que c'est pas parce qu'on fait on a une modalité de réadaptation qui est en utilisant une technologie, par exemple, que le consentement éclairé est pas nécessaire. Au contraire, à titre d'exemple. Comment est-ce que, c'est quoi les défis, tu sais, d'une organisation dans un contexte d'évolution technologique où
pour tout le monde, c'est impossible à prévoir. C'est un peu quand on regarde des économistes tenter de prédire un peu où est-ce que l'économie s'en va. Il y a tellement de facteurs qui viennent avoir des impacts là-dessus que la plupart du temps, on se trompe, là. Donc, c'est quoi les défis dans une organisation d'arriver, dans le fond, on n'a pas le choix, là, on arrive comme humain, comme organisation, toujours après qu'il y ait eu une certaine installation de ces technologies-là. Comment est-ce qu'on gère ça comme organisation? Ben, en fait, on n'est pas les inventeurs de ces technologies-là, il faut dire. Puis comme ordre professionnel, c'est certainement pas notre rôle. Alors, un peu comme tu le dis, on fait avec. Souvent, on est mis devant un fait accompli, mais on utilise toujours les mêmes paramètres. Donc, d'exemple, est-ce que le professionnel qui utilise cette technologie-là s'est assuré de sa sécurité, s'est assuré de bien comprendre la technologie, de bien l'utiliser, s'est assuré des paramètres de sécurité derrière l'utilisation de la technologie pour son patient, sa patiente? Est-ce que il peut pas faire fi, à titre d'exemple non plus, d'une tenue de dossier correspondante? Donc tout ça, ça fait partie des choses que, comme ordre professionnel, nous on s'assure. Et je reprends encore l'exemple de la téléréadaptation, même si on en faisait déjà avant, il y a eu une intensité telle que ça nous a quand même permis de développer, par exemple, à l'inspection professionnelle, des modalités, des façons de mesurer les utilisations, les activités en téléréadaptation. Et je peux vous dire qu'il y a eu de très, très, très bons coups dans le réseau de la santé et des services sociaux. Nos professionnels en physiothérapie qui ont utilisé la téléréadaptation l'ont très bien fait. Donc ça, je pense qu'il faut le nommer. Toujours en s'ajustant. Donner un dossier qui est transféré numériquement parlant, c'est pas la même chose qu'un dossier physique qui reste physiquement à quelque part, hein. Donc, c'est un des exemples. Mais on conjugue avec ce qui arrive au moment où ça arrive. Quand on peut prévoir, tant mieux. Mais plus souvent qu'autrement, comme tu le nommes, pas ça nous hâte, mais ça nous arrive comme ça. Mais on s'occupe, on s'organise de bien connaître et de savoir ce qu'il en est pour pouvoir bien soutenir et encadrer. Quelles sont les valeurs à l'ordre par rapport à la technologie? Parce que chaque organisation peut voir ça un petit peu différemment. Probablement que de façon plus moderne, les organisations vont vouloir s'adapter à ce qui se produit. Mais je vais donner un exemple d'un marché qui a tenté, tu sais, de se battre un peu contre les technologies, les taxis versus Uber. On a vu, tu sais, une tentative de venir légiférer pour empêcher, même il y a des villes dans le monde qui le font, là, où le Uber est interdit. Comment est-ce que l'ordre se positionne par rapport à légiférer, limiter la technologie versus vivre avec puis d'aller avec le flot des changements. Comment est-ce qu'on se situe là, par rapport à ça, à l'ordre? Tu as nommé le mot valeur, François. Ben, je dirais, encore une fois, lorsque ça arrive, on a une de nos valeurs à l'ordre qui est celle de l'excellence. Alors, qu'importe ce qu'on aura devant nous comme technologie, on va vouloir toujours s'assurer que, notamment, le principe d'excellence soit mis de l'avant. Donc, on peut pas aller en deçà, hein, d'une qualité, en deçà d'une sécurité attendue. Alors, le principe, la valeur de l'excellence, pour moi, ici, elle prend tout son sens. Une autre valeur, je pense, qui est importante dans tout ça, c'est le respect. La personne qu'on a devant nous, le patient qui est devant nous, la patiente, aura toujours le choix ou non d'une modalité. Donc, il faut respecter ça. Il faut aller dans le sens de est-ce que j'ai obtenu le consentement? Alors, je renomme un peu les mêmes paramètres, mais ça tournera autour de ces deux grandes valeurs-là et les autres pourraient aussi être inclus. Mais je dirais que c'est là-dessus, notamment, que l'on peut baser l'avènement de technologies ou de nouvelles technologies. Donc, si je comprends bien, on tente de mettre dans la balance l'excellence et l'accès, hein, parce que l'accès peut être très grand, mais de très mauvaise qualité. Et voilà. Et bon, en fait, il faut venir mettre de l'excellence là-dedans pour trouver j'imagine, une ligne qui est convenable. Bon, une limite inférieure et peut-être une limite supérieure. Donc, pas qu'on peut pas vraiment mettre de limite supérieure à l'excellence, mais parfois l'excellence de façon trop importante peut venir limiter l'accès. Oui. Euh, comment est-ce que tu vois ça, Manon, tu sais, dans les changements technologiques, une des choses qui peut se produire et qui se produit à certains égards déjà un peu, c'est le contexte dans lequel des non-membres de l'ordre, donc ni des physios ni des technologues, pourraient venir fournir des soins euh, que l'ordre ne pourrait plus gérer, là, un peu à la même saveur que Uber et les taxis. Euh, et à quel point est-ce que l'ordre a le désir d'essayer d'aller
limiter, je donne un exemple, une application pourrait venir dire un diagnostic sur une problématique, puis vouloir venir, par exemple, donner des exercices pour une problématique X, Y, Z. Puis là, ben, dans le fond, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui s'occupe de ça. Les gens qui sont derrière ça ne sont pas nécessairement des professionnels de la physio. Comment est-ce que l'ordre se situe là, par rapport au changement potentiel qu'il peut y avoir et une forme, puis on pourra y arriver là, tout à l'heure aussi à la réforme des professions, une certaine libéralisation des pratiques qui se produit même au sens même des professionnels, mais qui va même au-delà du système professionnel. Quand on parle de la technologie, il ne faut pas oublier les concepts également est-ce que ça repose sur les bonnes pratiques, mais aussi les données probantes. Hein, on pourrait avoir plusieurs types de technologies qui ont un marketing tel que on pense que c'est la meilleure chose pour certains patients. Alors, il faut avoir cette conscience-là aussi de se questionner sur les données probantes et sur la valeur ajoutée de l'avoir comme technologie. Par contre, ce qu'il faut faire, je dirais, là où il faut faire attention, un autre professionnel, c'est là pour protéger le public. Encore une fois, on a différents mécanismes pour ce faire. En physiothérapie, on le sait, on a un champ d'exercice et on a aussi des activités réservées. Alors, si un non-professionnel allait dans le sens de faire une activité auquel il n'est pas autorisé parce qu'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre, il n'est pas physiothérapeute ou technologue en physiothérapie, ben on a nos mécanismes internes qui se mettent en branle. Donc, il peut y avoir une plainte de formule à l'égard de quelqu'un et c'est le syndic, bien sûr, qui va s'occuper de la situation. Ça peut aussi faire l'objet de ce qu'on appelle une enquête en exercice illégal. On rendra pas coupable quelqu'un tout de suite. On va quand même s'assurer de voir ce qu'il en est parce que l'exemple que tu nommes, il peut être très, 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 très vaste et très large. Et en matière d'intelligence artificielle, ben, je pense qu'on n'a pas fini d'en apprendre encore. Donc, il va falloir s'assurer de se garder au fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc et de mettre en branle ce chantier-là là, pour qu'il nous sécurise un petit peu. Mais on ne pourra pas toujours tout sécuriser, d'où l'importance, encore une fois, de faire reposer ça sur à la fois les données probantes, mais aussi de passer ça dans le filtre d'une espèce de code de déontologie en intelligence artificielle. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose. On commence à voir des présentations, des articles sur le sujet, mais il va falloir se garder bien au fait de ce qu'il en est. Si on reste dans le sujet de la réforme des professions, ben, d'ailleurs, peut-être que je trouverais ça intéressant de t'entendre là-dessus, là, la réforme des systèmes pour la modernisation du système professionnel. Euh, où est-ce que l'ordre se situe? C'est quoi les objectifs euh, de cette réforme-là ou de cette modernisation-là? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est quoi l'objectif derrière ça? Pourquoi on veut faire ça? Ben parce que c'est nécessaire. Hein. On sait que notre Code des professions, qui a été créé en 1973, a 50 ans. 50 ans sans avoir été mis à jour ou actualisé, ben ça fait en sorte qu'il y a à l'intérieur du code des dispositions qui ne reflètent pas le potentiel actuel d'où on pourrait aller. Donc ça, c'est nécessaire. Maître Lebel, lorsqu'elle a donné ce mandat-là à l'Office des professions, à Madame de Rome, la nouvelle présidente de l'Office des professions, ça a été bien clair là, que ça allait se faire sur différents plans. Donc, il y a trois niveaux, trois volets à la modernisation du système professionnel. Le premier, c'est celui de vouloir alléger tout le processus réglementaire. On ne peut pas être contre ça. On sait un règlement, qu'est-ce que ça prend et surtout combien de temps ça peut prendre. Alors, il y a cette volonté-là. Et moi, je salue cette initiative-là parce que je pense que c'est le public qui va en profiter ultimement. Donc, de rendre quelque chose un peu plus souple, pas au détriment de la sécurité, pas au détriment de la qualité, mais parfois, il y a des petites choses administratives qui ne sont pas nécessaires et c'est ce genre d'aspect-là qui va être regardé en matière d'allègement réglementaire. Le deuxième, je l'ai nommé le Code des professions à 50 ans. Donc, de le revoir, de le refondre, de le revisiter pour s'assurer qu'il corresponde aux pratiques contemporaines actuelles et de vouloir croiser avec le troisième volet, celui dont on parle depuis certain temps, depuis tout à l'heure, croiser l'élargissement des pratiques professionnelles. Donc, on sait que nos professionnels peuvent en faire
plus avec les compétences qu'ils ont, pas plus avec moins là, plus avec les compétences qu'ils ont, est-ce qu'on peut permettre justement, moyennant certains règlements, mais aussi certaines autorisations, justement, d'aller un petit peu plus loin pour rendre à la population les services, les soins et services auxquels il a droit. Et le Code des professions va venir toujours encadrer ça parce que c'est la loi cadre du système professionnel. Donc, on voit là que c'est un croisement de ces trois volets-là qui va faire en sorte que, ultimement, dans les 3 prochaines années, on va arriver avec quelque chose qui va rendre, encore une fois, service à la population. Alors, pourquoi? Ben, parce que c'est nécessaire, parce que c'est souhaité et parce que ça va aider grandement à la protection du public, mais à l'accessibilité des services également. Est-ce que l'Office des professions consulte les ordres pour ces changements-là? Oui, 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 on est en pleine consultation actuellement. Je dis on, l'Office est en pleine consultation envers les ordres actuellement, envers aussi les membres, parce que vous avez vu hein, le sondage passé là, qu'on vous recommande fortement d'aller compléter. Alors, ça va se faire en différents temps. On a été consulté, on est consulté actuellement avec un questionnaire que l'Office ainsi que le Conseil interprofessionnel du Québec, parce que ce sont deux des mandataires avec le secrétariat du Conseil du Trésor. Là, ils sont les trois instances qui pilotent cette consultation-là. On a un questionnaire donc dont il faut faire parvenir d'ailleurs les informations dans les prochains jours, avec la consultation également de la population, ce qui est quand même pas rien non plus, hein, donc de s'assurer que, et pourquoi on consulte la population? Ben parce que quand on parle de protection du public, on parle de protection de la population. C'est important qu'il soit mis à contribution dans ce sens-là. Et il y aura en novembre, avec les informations qui auront été recueillies, un recadrage. En fait, on va aller un peu plus dans la lignée là, de consultations différentes, de focus group avec l'Office des professions du Québec, les ordres professionnels, pour donner suite à la démarche de modernisation du système professionnel. Alors, c'est assez costaud, c'est ambitieux, mais c'est nécessaire et ça va donner quelque chose. Il y a quelque chose que je retiens de ce que tu me dis depuis qu'on parle là, de presque la dernière heure, Manon, et ça s'inscrit, je pense, dans la gestion moderne en 2023, c'est la contribution et la collaboration. Et j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, tu pourras me confirmer si j'ai raison, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant à l'ordre, dans le management et la gestion des projets à l'ordre. Tu m'as dit que le ministère, tu te dis mot pour mot, on nous a mis à contribution. Là, on parle de consultation à l'Office des professions. Là, je t'envoie une petite balle courbe, Manon. Qu'est-ce qui se passe à la CNESST? Pourquoi est-ce que toutes ces organisations-là veulent nous mettre à contribution? Tout le monde a son mot à dire. Et évidemment, on est au courant, tout le monde, là, des changements réglementaires qui ont eu lieu là, à la CNESST récemment. Pourquoi qu'à la CNESST, c'est si compliqué d'avoir d'être capable de s'asseoir à la même table puis discuter sans se faire prendre de cours là, fin juin, tout à coup, avec un changement réglementaire qu'on dirait que personne n'avait vraiment vu venir, où on comprend pas. Je pense que les membres veulent comprendre pourquoi un changement comme ça arrive tout à coup. Alors, c'est quoi c'est une question de valeur de gestionnaire ou je sais pas trop. Peut-être tu peux me parler de ça. Je comprends pas pourquoi est-ce que tout le monde collabore, mais pas tout le monde finalement. Mhm. Ben, merci pour la petite balle courbe. Je vais la saisir au bon. Je ne peux pas parler pour la CNSST. Donc, pourquoi c'est difficile de me prononcer parce que ce serait même pas recommandé de le faire. Ce que je peux dire, cependant, c'est que nous avons fait ce que nous devions faire. Quand on parle d'un processus d'une modification réglementaire, ben, il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a un processus consultatif pour lequel on a soumis nos préoccupations, pour lequel on a fait suivre tout ce qu'on pouvait leur donner comme information. On a tenté de les rejoindre. On a réussi à avoir une mini-rencontre, si je peux dire ça comme ça, qui a donné très peu parce que, comme tu l'as bien dit, en juin, tout d'un coup, tout était passé dans la Gazette officielle et c'est là où on s'est mis en action. Je salue d'ailleurs la mais précieuse collaboration de la Fédération des cliniques de physiothérapie du Québec ainsi que de l'Association québécoise de la physiothérapie qui est avec nous. L'ordre, mettons tout ce que l'on peut à profit pour pour mieux comprendre justement cette situation-là, mais aussi s'assurer que
il y ait le moins d'écorchures que possible, c'est-à-dire pour que le patient, le travailleur ou la travailleuse accidentée n'écope pas de cette modification réglementaire-là et que nos technologues en physiothérapie continuent d'avoir leur pleine autonomie. Donc, cet élément-là est encore, on continue de le travailler. On est dans justement une prochaine rencontre qui est prévue avec la CNESST pour davantage comprendre ce qu'on leur a dit, nous, et on a rencontré aussi le ministre du Travail dans ce contexte-là. On leur a dit, écoutez, on vous tend la main. Venez vers nous et on a des solutions à vous offrir. On espère être entendu pour la suite. Il y a un nouveau règlement qui va en 2024 entrer en vigueur et on va garder assez serré nos communications avec autant la CNSST que le ministre du Travail, M. Boulet, que l'on a rencontré et à qui on a demandé aussi une deuxième rencontre. Donc, pour continuer d'être dans la boucle, d'être entendu, d'être mis à contribution pour justement faire en sorte que des choses comme ça ne se reproduisent plus. On a aussi fait la demande à la CNSST de mettre en œuvre un article qui est déjà dans une des dispositions dans leur loi sur la santé et les services sociaux, qui serait d'implanter un comité multidisciplinaire incluant donc les professionnels de la santé, les professionnels de la réadaptation. Et ça aussi, on va continuer de le pousser, ce dossier-là, pour que ça arrive et que ça serve justement dans un tel contexte. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça se met pas en branle. Donc, c'est ça, c'est comme s'il y a un manque de volonté, puis c'est dur à comprendre parce qu'en fait, tout le monde travaille, l'ordre, le ministère, l'Office des professions. C'est comme si tout le monde travaille dans un sens où on veut faciliter l'accès, faciliter les soins, augmenter l'accès à la population. On parlait d'excellence tantôt, donc évidemment, pour pouvoir avoir de l'excellence, il faut quand même toujours bien avoir accès à des soins. Donc, c'est comme si il y a des instances qui vont à contresens. C'est un petit peu difficile à comprendre. Je pense que tu fais bien de le souligner, là, le travail de la fédération puis de l'occuper et de l'ordre là, dans cette direction-là. Évidemment, les membres ont bien hâte de voir où est-ce que ça mène. Je pense que beaucoup de gens se posent la question sur pourquoi est-ce que ça a été fait, ça. Parce que clairement, en termes de... Évidemment, on le sait, hein, quand on n'explique pas aux gens, les gens vont trouver des raisons, vont se faire des idées. On a plutôt l'impression qu'on tente de limiter l'action. Alors que d'un côté, on a le ministère de l'Éducation puis des cégeps qui ouvrent des programmes de technologues. Puis de l'autre côté, on a un organisme payeur et réglementaire qui tente de limiter l'accès. On a un petit peu de la misère à comprendre ça. Je pense qu'on pourrait profiter, tu sais, de cette situation-là pour encourager les membres à aussi être membres de leurs associations. Évidemment, l'ordre, c'est une obligation pour porter notre titre professionnel et je pense que bien des gens en sont fiers. Moi, dans ma pratique, depuis les 16 dernières années, je suis devenu de plus en plus fier d'être physio puis de faire partie de l'ordre professionnel. Je pense que l'ordre a joué de mieux en mieux son rôle là, dans les 2 dernières décennies. J'ai lu quelque chose d'un peu, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Maintenant, on va terminer dans quelques minutes, mais en termes de réforme des professions, il y a quelque chose qui est mis de l'avant où on dit les ordres ne doivent pas jouer un rôle associatif. Comment est-ce que toi tu vois ça? Puis comment est-ce que l'ordre compte? Y a quelque chose à changer là, dans qu'est-ce que l'ordre fait actuellement? Ben, ça fait partie dans le chantier de la modernisation du système professionnel. La volonté, c'est de redonner ce qui est actuellement, ce que semble être une perception du public qu'un ordre professionnel, c'est pas là pour protéger le public, mais c'est là pour ses membres, alors que c'est faux. On est là pour soutenir nos membres, bien sûr, les encadrer à ce qu'ils dispensent des soins et services à la population, et c'est pour la population. Donc ça, il y a ça à repositionner dans la modernisation du système professionnel et on s'inscrit bien sûr à l'intérieur de ça. Moi, je pense que au niveau de la fierté, ben ça fait partie, oui, d'être membre d'un ordre professionnel, c'est pas un droit acquis, hein, c'est un privilège. Les gens qui sont inscrits au tableau de l'ordre, c'est un privilège que de porter un titre de physiothérapeute, que de porter un titre de technologue en physiothérapie. Alors moi, je ne peux que saluer les initiatives, encore une fois, là, de Maître Lebel, de Madame de Rome, de l'Office des professions, parce que on a quelque chose à gagner là. Par rapport au fait que tout semble converger vers des mises à contribution, des consultations, puis des façons de faire qui sont peut-être un peu nouvelles si on parle mettons, des 10 dernières années, mais c'est la bonne façon de faire les choses. C'est la bonne façon de faire les choses que de mettre les gens à contribution, de mettre les parties prenantes à contribution. Exemple, moi, sur un de mes comités, j'ai des patients partenaires.
Pourquoi? Ben parce que c'est important de les entendre sur certains contextes. Alors, c'est la même volonté qu'utilise notamment l'Office quand elle veut consulter la population à ce stade-ci. Alors moi, je pense que ce sont de bonnes façons de faire et elles vont donner quelque chose parce que c'est en mettant l'intelligence collective des gens à contribution qu'on arrive avec les meilleures solutions. Quand on parle de réforme des professions, quand on regarde, évidemment, c'est sûr que notre système professionnel est différent des autres provinces au Canada, mais quand on regarde ce qui se fait ou ce qui s'est fait ou ce qui est en train de se faire, par exemple, en Colombie-Britannique, où on a vraiment un système de college là, qui vient, dont, puis un peu comme en Ontario aussi, là, pour des systèmes que je connais un peu mieux, leur objectif, c'est que de la vérification, de la sécurité, finalement, de la pratique et compagnie. En Colombie-Britannique, on a éliminé beaucoup d'équivalents d'ordre ou de college pour en créer seulement quelques-uns qui regroupent une grosse partie des professionnels. J'ai comme l'impression que parce que les ordres au Québec jouent quand même un rôle politique, ça serait difficile là, de commencer à mettre ensemble dans le même bateau les infirmières, les médecins au sein d'un ordre professionnel, du moins, là, je parle pas de comité puis de discussion. Où est-ce qu'on s'en va là, avec cette réforme-là? Puis est-ce qu'on pense être aussi, est-ce que tu penses que ça peut être aussi drastique là, que ce qu'on voit dans d'autres provinces canadiennes? Ben, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas non plus dans la tête des gens qui vont prendre ces décisions-là. Ce qu'on peut dire, toutefois, c'est que est-ce qu'il y a matière à optimiser certains secteurs? Un ordre professionnel, ça demeure une instance qui a des mécanismes qui peuvent se ressembler. Il y a des choses qui sont très particulières, mais est-ce qu'on peut faire mieux en optimisant les façons de faire? Puis peut-être que justement, ça aiderait au public. Moi, je pense que il faut avoir une ouverture, il faut avoir une écoute pour ce genre de choses-là. Jusqu'où ça irait, où ça ira, c'est difficile de le prédire au moment où on se parle. Les consultations en cours actuellement, les sondages et tout ce qu'on va avoir comme autre tribune, autre espace pour les réflexions vont nous amener plus de précision au fur et à mesure que ça ira, mais ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre plusieurs formes dont je n'ai pas actuellement là, la boule de cristal. Manon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais accomplir en arrivant à l'ordre? Puis on a parlé de plein de trucs depuis tout à l'heure, mais là que tu te dis, je pense que ça va peut-être pas être assez prioritaire, quelque chose qui te tenait à cœur. Y a-tu quelque chose, dans tout ce qu'il y a à faire dans un mandat, un, peut-être deux, est-ce que, tu sais, d'ailleurs, est-ce que jusqu'à maintenant, tu apprécies assez pour vouloir te représenter pour un deuxième mandat? On sait que maintenant, avec les autres professionnels, c'est deux mandats maximum. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas discutées là, depuis le début qui te tiendraient à cœur et que tu sais que peut-être que c'est pas le momentum et pas présent en ce moment pour être capable d'aller dans cette direction-là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. En fait, c'est 3 mandats de 3 ans, Ah, c'est 3 mandats, d'accord. Bon. ouais, ouais. Donc, est-ce que j'aurai la volonté de me représenter? Ben, on va voir quand ce sera le temps venu. Ce sont des postes électifs, hein, Oui. faut pas oublier. Donc, même si je me présentais, est-ce que je serais réélue? Ah Ça, oui, c'est une autre question ben, pour faut toujours laquelle j'ai d'abord, pas. faut d'abord le vouloir, non, ça c'est sûr. C'est ça. Dans ce que j'aurais comme souhait de faire évoluer et pour lequel j'aurais peut-être à délaisser là, certaines composantes, j'en vois pas nécessairement parce qu'encore une fois, quand j'ai fait mes choix avec la vision, quand je suis arrivée à la présidence, je sais ça prend une dose de réalisme. Alors, moi, je suis une fille d'équipe, je suis une fille qui met à contribution justement les gens parce que je trouve ça important. Je ne crois pas que les choses se réaliseraient pas. Maintenant, est-ce que c'est à l'intérieur du mandat de 3 ans? Là, c'est une autre chose, mais il faut pas oublier qu'un autre professionnel, hein, même s'il y a un nouveau président ou une nouvelle présidente qui arrive, les choses ne coupent pas comme un mur. Là. Donc, il y a une continuité qui s'inscrit toujours dans ça. C'est ce que j'ai fait lorsque moi je suis arrivée à la présidence. C'est ce qu'un autre président ou une autre présidente ferait parce qu'on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce serait vraiment dommage. De toute façon, c'est pour ça qu'une organisation qui se dit en saine gestion organisationnelle doit s'assurer d'avoir en place cet équilibre-là, cette stabilité-là pour s'inscrire dans la continuité. Mais dans ce que j'ai mis en place ou ce que j'ai souhaité mettre en place, ça va encore être évolutif. À titre d'exemple, le chantier sur la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre. Moi, je pense pas que dans 3 ans, je vais avoir des super beaux systèmes de tout ce que ça peut représenter, mais est-ce que j'aurais colligé la donnée? Est-ce que j'aurais monté les tableaux de bord? Est-ce que ça fera partie de la salle de pilotage stratégique? Certainement, mais c'est toujours bonifiable pour la continuité.
Manon, j'aimerais ça te laisser la dernière parole de notre rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux membres pour terminer là, notre échange d'aujourd'hui? Ce que j'aimerais dire aux membres, c'est continuez votre beau travail sur le terrain. Vous êtes significatif, vous êtes important, vous n'avez pas idée à quel point la population a besoin de nous, a besoin de vous. Et moi, j'ai confiance que dans tous les chantiers qui sont en cours actuellement, on va continuer d'améliorer cette situation-là, on va continuer d'amener de l'eau au moulin, puis on va continuer de parler en bien avec une grande crédibilité de la physiothérapie. Alors, je vous remercie sincèrement et infiniment d'être là. C'est un beau message d'espoir et de leadership, Manon. J'aimerais sincèrement te remercier d'avoir pris le temps d'échanger avec moi ce matin. Ça a été très intéressant. Je pense que ça va aider les membres qui vont nous écouter et peut-être d'autres, mais bon, évidemment, c'est une discussion qui s'adresse davantage aux professionnels de la physio, à mettre un peu de chair autour de ce qu'on entend parler puis de ce qu'on entend dire, puis de comprendre un petit peu mieux où est-ce que l'ordre s'en va. Et je pense que l'avenir est certainement positif. Le plus difficile, c'est d'accomplir ces projets-là, hein. On peut en parler, mais juste d'en parler, c'est déjà la première étape. Ouais, je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Manon Dufresne, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Ça a été un plaisir. Une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'ai trouvé ça très enrichissant, très intéressant de parler de tous ces sujets-là avec Manon Dufresne, présidente de l'Ordre professionnel de la physio du Québec aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif au Pouls de la physio. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas pour nous écrire sur les réseaux sociaux. On est toujours à l'écoute des commentaires de comment est-ce qu'on pourrait améliorer, qui est-ce qu'on peut recevoir, comment est-ce qu'on peut améliorer notre podcast. Cette année, on a décidé de faire ça plus simple. Ça coûte moins cher de le faire en Zoom, mais c'est plus facile dans notre emploi du temps à tous. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié bon, pour ceux qui nous écoutent, vous l'aurez pas remarqué, mais pour ceux qui nous regardent, évidemment, on parle davantage de faire des rencontres en virtuel pour faciliter la rencontre des différentes personnes qu'on reçoit sur le podcast. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux, écrivez à Mélodie sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'en parler. On attend de vos nouvelles. Puis, vous pouvez me donner aussi votre opinion sur le podcast d'aujourd'hui. Alors, on se parle bientôt. Bye bye.